Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, un podcast sous tension de fin de saison avec uniquement des personnes concernées. En plus, cette semaine, la première, c'est probablement la plus sereine puisque le suspense est surtout au niveau du sitting. On parle du sitting des Grizzlies et donc de Tom. Comment ça va, Tom? Ça va et toi, Adrien? La forme? Eh ben ça va, la forme, ravi de vous retrouver. Ça faisait quelques semaines que j'étais pas intervenu dans le podcast, mais un peu sous tension. On est dans la même galère d'ailleurs, avec le troisième intervenant du jour, autour des play-in à l'Est, les Bulls pour moi donc, les Raptors pour Gabin bien sûr. Comment tu vas toi, Gabin? Bah ça va, et puis après tu parles de galère, mais si il y a un match de play-in Raptors-Bulls, je donne pas cher de votre peau. Oh. Mais on verra, mais franchement, c'est plus le tour d'après qui est inquiétant. Bah écoute, pour tout le monde, c'est-à-dire que de mon point de vue, c'est pareil. Hein. Le tour d'après serait probablement plus inquiétant, mais on va pouvoir en reparler justement de toutes les équipes concernées, pas seulement à l'Est, également à l'Ouest. Puis il y a beaucoup de choses, notamment la course au play-in. Tout le monde est au courant. On va y revenir plus en détail. Avant la pause protocolaire, avant d'attaquer le podcast, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver un peu partout, donc sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify. Vous êtes évidemment les bienvenus et bienvenue dans ce nouvel épisode qui démarre tout de suite. Alors messieurs, aujourd'hui sur Dunk Hebdo, on s'intéresse à cette saison NBA qui touche à sa fin. Alors très compliqué, voire impossible d'anticiper les playoffs, les play-in, tous les match-ups sont indéterminés à peu près. C'est un euphémisme en tout cas quand on parle de la course à l'Ouest, une course qu'on va se garder pour un peu plus tard dans le podcast. Mais on va démarrer à l'Ouest puisque j'en parlais en introduction en haut du tableau. Il y a un duel assez intéressant entre les Kings qui retrouvent d'ailleurs les playoffs après 17 ans, c'était l'événement de la semaine, entre donc ces Kings et les Grizzlies. Alors je vous pose rapidement le contexte, puis je te donne la parole, Tom. Je propose de commencer par les Grizzlies, puisqu'ils sont en haut, en tout cas dans cette course entre les deux équipes, à 49 victoires, 28 défaites quand on enregistre, qui vont jouer notamment, on va y revenir, à Chicago, Portland, à New Orleans, à Milwaukee, à OKC, un calendrier qui est classé selon le fameux Strength of Schedule, donc la force du calendrier 10e, donc ni trop simple, ni trop compliqué. Tom, comment tu sens la fin de saison du côté de Memphis? Je pense que la fin de saison, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines, hein, avec le Jack Gates. L'équipe est quand même restée à flot avec Tyus Jones en meneur de backup. L'équipe a trouvé aussi des solutions pour améliorer l'attaque sur demi-terrain en se passant en fait de la force sur le rebond offensif de Steven Adams, tout simplement parce que Luke Kennard est totalement incandescent et l'attaque des Grizzlies quand tu as Luke Kennard et Desmond Bane sur le terrain et depuis le All-Star Game est dans le 99e centile. Donc du coup offensivement ça va beaucoup mieux et puis je pense que l'équipe a eu du coup le deuxième a fêté du coup la deuxième trophée de victoire de division de la division Southwest de son histoire avec l'an dernier et là je pense que l'équipe se prépare aux rotations de playoff quoi donc on est plutôt serein et tout va dépendre ensuite de l'adversaire après en sortie de play-in et ensuite si on se qualifie au second tour. Ouais, effectivement, tu l'as bien résumé. Alors, je vois de l'optimisme chez toi, Tom. Tu as résumé toute cette tempête autour de l'histoire de Ja. Évidemment, les absences, tu l'as noté, hein, Steven Adams, mais aussi Brandon Clark, qui a eu quelques soucis à l'intérieur. Oui. Toi, du coup, Gabin, cet état, ces Grizzlies qui retrouvent un peu de force, comment tu les sens sur cette fin de saison? Ça me fait plaisir. Et en plus, d'entendre un fan des Grizzlies en parler, ça me donne le sourire parce que Tom, je reprends tes mots d'il y a quelques semaines, c'était on est fini. De toute façon, la saison, moi, j'y crois plus. C'est terminé. Et là, jusqu'à présent, en fait, pour moi, je trouve que la blessure de Brandon Clark est beaucoup plus handicapante que ce qu'on le pense. Parce qu'en gros, en saison régulière, ce que fait Luke Kennard, peut-être qu'en playoff, il pourra pas le faire tout simplement parce qu'il n'aura pas assez de minutes pour voir le terrain, quoi, parce qu'il risque d'être trop ciblé et Jenkins va potentiellement se passer de lui. On l'a déjà vu dans des match-ups compliqués. C'est John Conchar qui prend les minutes parfois de Luke Kennard. Donc voilà, c'est pour ça. Bon, les Grizzlies, j'aime beaucoup. Et puis, c'est leur grosse force, c'est la défense, s'articule autour de Steven Adams. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en playoff. On sait que l'année dernière, à cause de certains match-ups compliqués, on a dû le faire sortir de la rotation. J'espère que cette année, ça ne sera pas le cas. On verra ça. Mais en tout cas, pour la fin de saison régulière, ça devrait dérouler sans trop de problèmes. On va en parler, mais... Eh bien justement, parlons-en, puisqu'effectivement tout au long de ce podcast, une fois qu'on va s'intéresser à chaque équipe, on va faire un rapide résumé de la situation.
On va aussi se faire des petits pronostics entre nous sur les matchs qui restent. Il reste 5 matchs, donc je le disais, aux Grizzlies. Allez, Gabin, vu que tu y étais, je te propose d'enchaîner. Combien de victoires tu les vois faire? Quel bilan pour les 5 derniers matchs et quel bilan au bout, du coup, pour les Grizzlies? Je vois les Grizzlies faire un 4-1. Et donc, ça les donne avec 53 victoires, 29 défaites à la fin. Donc, ils affrontent les Bulls, les Blazers, les Pelicans, le Bucks, le Thunder. Et en fait, on pourrait penser que c'est une équipe qui va peut-être se relâcher en fin de saison, mais les Grizzlies, comparé aux autres, c'est une équipe qui donne cette impression un peu de mort de faim. Et je les vois mal lâcher des matchs, même si, par exemple, leur seconde place est assurée au bout d'un moment. Donc même le dernier match contre le Thunder, je les vois pas arrêter de le jouer. Et j'ai l'impression qu'ils vont essayer d'aller le chercher quoi qu'il arrive. Et de toute façon, c'est une équipe qui, j'y crois pas forcément en playoff pour aller au bout, donc il faut prendre l'expérience de chaque match. Donc le Thunder, même si c'est le dernier match et qu'il n'y a plus rien à jouer, faut y aller. Donc le prono safe, Gabin, la défaite, tu la vois à Milwaukee, j'imagine. Ouais. Ah oui, je l'ai pas dit ça. Ouais, Milwaukee. Prono safe pour Gabin. Tom, est-ce qu'on est un peu plus aventureux sur tes pronostics à toi? Moi, je dirais plus 3-2, tout simplement parce qu'en fait, sur les 5 matchs qui restent, il y en a 4 qui sont à l'extérieur. Memphis, c'est l'une des pires équipes, enfin, c'est pas l'une des pires, mais c'est parmi les équipes qui ont les meilleurs bilans, c'est l'une des pires les équipes à l'extérieur cette saison. Et sur 15-22. les 5, comment? 15-22 actuellement. Ouais, c'est ça, 15-22 à l'extérieur. Et sur ces matchs-là, il y a un back-to-back. Alors Portland, le back-to-back entre Portland et New Orleans. À la maison, voilà, et à New Orleans. Portland à la maison et back-to-back à New Orleans à l'extérieur avant de d'enchaîner sur les Bucks et le Thunder. Donc moi, je dirais plutôt un 3-2 et je vois, j'imagine bien une défaite pour le dernier match de la saison à OKC. Et potentiellement une autre défaite lors du back-to-back parce que y a des joueurs qui vont probablement être reposés, des choses comme ça. Très bien, j'avais aussi un 3-2, alors avec la défaite aussi de fin de saison au KC, puis la défaite à Milwaukee que je voyais aussi de manière assez safe, j'ai envie de dire. 3-2, ça les amène à 52-30, 53 victoires pour toi Gabin. Du coup, parlons des adversaires des Grizzlies sur cette fin de saison, en tout cas dans la course de la saison régulière. Les Kings donc qui, je le disais en intro, retrouvent les playoffs après 17 ans, qui sont à 47-30 actuellement. Donc 2 petits matchs derrière les Grizzlies, qui ont un calendrier peut-être un peu plus simple sur le papier, avec des matchs comme San Antonio, New Orleans, donc Dallas, Golden State et Denver. Alors pas forcément beaucoup plus simple, on va pouvoir en parler, mais déjà ces Kings de retour en playoff cette fois-ci. Gabin, on va commencer avec toi pour Sacramento. Ça fait plaisir, non? Ça fait plaisir. Et puis en plus les Kings, c'est une équipe qui a jamais été bonne depuis que j'ai commencé à suivre la NBA. Donc en fait non mais c'est vrai. T'as pas vu les fameux Kings de 2004? Si j'ai pas de bêtises. Non, mais 2002, j'étais jeune. J'ai un doute, Tom. Je suis né en 2001. 2006. Donc, 2006. Très bien. la dernière année, à 5 ans, je regardais pas encore la NBA. Malheureusement, je savais pas ce que c'était. Mais en fait, dans ma tête, j'avais vraiment cette image de loser à côté des Kings. Donc ça me fait plaisir de les voir bien jouer. Et puis il y a une espèce d'atmosphère là-bas, de light de beam, d'ambiance. On a envie de les voir gagner. Je pense que c'est les chouchous de tout le monde cette année. Et ce qui marche bien, c'est qu'en fait là-bas, t'as deux candidats au All-NBA Team. À mon avis, Fox, Sabonis, faut les considérer très très sérieusement dans les All-NBA Team, même si c'est une 3e à mon avis pour Fox et peut-être seconde pour Sabonis. Donc voilà, ça clique bien. Maintenant, je suis pour la saison régulière, ça marche très très bien, mais pour les playoffs, je suis très inquiet parce que ça défend pas. Donc on aura le temps de voir les playoffs évidemment quand on fera les previews. Mais oui, Tom, Gabin vient bien de le dire, il y a quand même ces 2 têtes d'affiche des Kings qui les ramènent en playoffs. Donc c'était 2002 que j'avais en tête, évidemment, le vol de la le vol avec la série, oui. Voilà, dont on ne doit pas parler évidemment. Mais du coup je t'en prie, si toi t'as un avis sur cette belle saison régulière des Kings et finalement ce grand trade gagnant à Liberton, Sabonis. Franchement, c'est une saison assez surprise. Après, il faut pas oublier que les Kings sont l'équipe
et de très loin qui a eu le moins de soucis de blessures dans la conférence. Donc du coup, ça leur a permis d'asseoir une certaine régularité, d'avoir une certaine régularité et de pouvoir faire en sorte que leur attaque de feu marche très très bien. Donc du coup, c'est une équipe qui globalement, quand tu regardes la proposition du roster et quand tu regardes ce qui s'est passé sur la saison, on est peut-être proche du meilleur scénario, mais je trouve que c'est pas non plus surjoué, quoi, dans le sens où quand tu vois le roster des Kings et tu te dis que l'équipe a été en santé, tu vois une équipe qui serait potentiellement dans le top 5 en attaque et qui serait après moins bonne défensivement, et c'est exactement ce qu'ils proposent. Et là où ils ont eu le surplus peut-être de victoires qui font qu'ils se sont vraiment détachés de la masse, c'est toute la clutchitude entre guillemets de De'Aaron Fox toute la saison, qui leur a permis d'arracher des victoires. Et je repense même au panier je crois que c'est contre Utah, le panier de Kevin Huerter à 3 points, où voilà, ils ont dans le clutch, c'est une équipe qui a pas démérité, qui a allé chercher les victoires pour être dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Donc c'est une excellente saison pour les Kings. Encore une fois, comme Gabriel le disait, c'est la bonne surprise de la saison. Et pourvu que ça dure, on attend de voir ce qu'ils vont pouvoir donner en playoff, sachant que avec le manque d'expérience, ils vont peut-être être vus comme la proie facile. Ah, peut-être. C'est vrai qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler une nouvelle fois, une fois qu'on aura nos previews de playoffs, mais j'avais noté, un peu comme toi, Tom, cette histoire des absences et ta fameuse règle des absents, que quand t'as un joueur blessé ou indisponible pour différentes raisons, c'est un joueur de talent moindre qui doit reprendre ses minutes et ça fait un effet domino. Ils n'ont pas eu cette problématique, et avec cet effectif, avec pas mal de joueurs très intéressants, puis un Keegan Murray qui fait une belle saison rookie également. Voilà, ça leur permet d'être là, et c'est pas démérité du tout. Du coup, ils ont quand même 2 matchs de retard sur les Grizzlies. Cette fois-ci, donc pour les pronos, je vais inverser à chaque fois. Tom, je vais te demander à toi. Donc ils ont une fin de calendrier, donc ils reçoivent San Antonio, ils vont à New Orleans, ils vont ensuite à Dallas en back-to-back, Golden State à la maison, et pour finir, ils vont à Denver. Combien de victoires, combien de défaites, Tom? Moi, je pense qu'ils finiront en 3-2 aussi. Je pense qu'ils battent les Spurs. Je pense qu'ils battront les Nuggets le dernier match et qu'ils perdront ce qu'il y a entre les deux. Ils perdront du coup New Orleans, Dallas et Golden State. Très bien, donc un 3-2 qui les amène à 51-31. Donc chez toi, non, à 50. À 50 victoires. 50. À 50-30, oui. Donc il les fait rester derrière les Grizzlies chez voilà, toi pour l'instant. 50-32, ouais, c'est ça. Exactement, 50-32. Du coup, Gabin, toi, est-ce que tu les vois passer les Grizzlies? Combien de victoires, combien de défaites pour les Kings? Je les vois faire un 3-2. Et du coup, le problème, c'est que les Grizzlies, là, ils ont 2 victoires d'avance sur les Kings. Donc 2 victoires d'avance quand il reste que 5 matchs. C'est très, très compliqué à aller chercher. Les matchs que je vois les Kings perdre, c'est les Warriors et les Nuggets le dernier. Parce que c'est chez eux et parce que ça peut... ils auront peut-être plus rien à jouer. Mais ce match, en fait, dans tous les cas, il n'aura pas d'enjeu. Parce qu'à mon avis, ça va... en fait, ils vont avoir beaucoup trop de victoires d'avance comparé aux Suns, dont on parlera après. Et pas assez de victoires de loin par rapport aux Grizzlies. Donc le match contre les Nuggets aura très peu d'intérêt en tous les cas. Oui, bah, c'est bien vrai sur le dernier match. Moi, je les vois perdre ce match-là. Je leur ai mis un 4-1 parce que je crois assez en eux. Puis Golden State, ils les jouent chez eux et Golden State fait partie, t'en parlais, Tom, de ces équipes qui sont très à l'aise à domicile et beaucoup moins à l'extérieur. Les Warriors cette année, c'est une caricature. Hein. Ils sont pratiquement invincibles chez eux et ils n'arrivent pas à gagner à l'extérieur. Mais voilà, je leur ai mis un 4-1, mais forcément avec le 3-2 pronostiqué aussi de mon côté un peu plus haut aux Grizzlies. On les voit rester derrière. C'est vrai que tu l'as bien dit, Gabin, 2 matchs de retard à 5 matchs de la fin pour les équipes, pour ces 2 équipes-là en l'occurrence. Ça semble compliqué de les voir passer, de les voir passer sauf accident. Ça peut toujours arriver, hein, on ne sait jamais. Mais a priori, voilà, pour cette petite course-là, qui est la première qu'on voulait noter sur la fin de saison, on ne voit pas de changement. Alors évidemment, le principal est un peu plus bas à l'ouest, mais tout d'abord, basculons de l'autre côté. Gabin, ça va être l'heure. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Tout d'abord, commençons donc à cette fameuse course au play-in à l'Est. On a décidé de démarrer à partir des Brooklyn Nets pour ce podcast qui sont actuellement 6e, donc à 42-35 pour situer, de descendre jusqu'à Chicago 10 à 37-40. Donc commençons avec les Nets. Cette fois-ci, je te redonne la parole
à toi, Tom. On a vécu une drôle de saison du côté de Brooklyn, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'éclatement du grand projet autour de KD. Et finalement, eh bien, on s'en sort pas si mal et on se retrouve pour le moment 6e. Comment tu vois ces nouveaux Nets, j'ai envie de dire, Tom? Ben, pour moi, c'est une équipe qui est difficile à vraiment pronostiquer. Après, tu sens l'équipe un peu qui, depuis le trade, en fait, qui a un niveau plancher haut, mené par un grand Michael Bridges qui fait énormément de choses des deux côtés du terrain. Et c'est, moi, je pensais pas que c'est un joueur qui serait capable de garder un tel volume, de garder par exemple Telle une telle efficacité sur un plus gros volume. sur un plus gros volume, tout en conservant la défense. Et là, Oui. il arrive à faire ça en conservant la défense. Donc c'est là, il fait une limite sa fin de saison, c'est digne du All-Star, voire limite All-NBA, quoi. Donc je suis très surpris. Et après, c'est vraiment une équipe un peu de role-player. Donc c'est une équipe planchée qui ne va pas se faire battre elle-même. Même si bon, il y a eu le fameux 3 points d'Isaac Okoro dans le coin où voilà, il menait de 10 points quasiment de 10 points à une minute. Et ils se font remonter. Mais je trouve que voilà, c'est une équipe qui va être solide jusqu'à la fin de la saison. Ils ont l'avantage d'avoir pas mal de matchs à domicile au Barclays Center. Donc, je pense que c'est une équipe qui ne sera pas inquiétée, qui sera hors du play-in. Gabin, sur ces nouveaux Nets, ces Nets de Michael Bridges, comme disait Tom. Les Nets de Michael Bridges. Bon, je suis d'accord avec ce qu'a dit Tom en fait sur le niveau plancher, mais c'est pas une équipe qui pourrait aller très loin sur son plafond. Mais c'est sympa à regarder en fait. J'adore les voir jouer et par exemple je me suis régalé devant le match contre les Hawks parce qu'en fait il lâche rien, c'est une équipe un peu de hargneux et j'adore par exemple voir Michael Bridges qui est devenu la star de l'équipe. T'as Dorian Finney-Smith qui défend super bien. Enfin j'aime beaucoup cette équipe et en fait tu vois que Irving et KD avaient quand même une énorme valeur parce qu'on les a sous-estimés après les trades. Mais c'est quand même des bons joueurs importants en NBA. Et donc, fallait quand même pas sous-estimer cette équipe qui, mise ensemble, peut faire des choses. En plus de ça, ils profitent de l'avance qu'avaient les Nets du début de saison. Il y a un moment, ils étaient deuxième de la conférence. Donc maintenant, même s'ils ont chuté un peu, leur avance leur permet d'être quand même dans la course. Et là, par exemple, ils sont à 2 victoires d'avance encore sur les Heat. Et pour la fin de saison, ils ont un calendrier hyper favorable. Avec donc Jazz, Wolves, Pistons, Magic, Sixers. Sur les 5 matchs, on va faire nos pronos, mais Jazz, Pistons, Magic, c'est une équipe qui a des ambitions, tu dois les prendre. Alors on va pouvoir passer au prono. Je vais juste compléter. Alors je vais pas vous paraphraser, hein, vous avez fait un bon résumé de la situation, mais juste le fait notable de cette fin de saison des Nets, c'est quand même le cas Ben Simmons. Il faut quand même qu'on en parle. Voilà, Ben Simmons qui devrait pas rejouer avec les Nets, mais il s'en sort. Voilà, ils ont trouvé une formule sans Ben Simmons, ça risque de lui être préjudiciable. Donc voilà, je voulais juste le mentionner avec une pensée pour lui, parce que c'est quand même, on aura le temps d'en reparler, je pense, mais c'est quand même un cas extraordinaire. Ben Simmons qui aurait été un fil rouge une nouvelle fois de cette saison, un fil rouge malheureux, bien entendu. Parlons donc des pronos et peut-être que ce sera plus positif a priori, puisque comme tu l'as répété, Gabin, ils ont un peu d'avance. Nos amis de Brooklyn, ils ont 2 matchs d'avance eux aussi sur l'équipe qui les suit, qui est le Miami Heat. Comment, vas-y Gabin, comment tu les vois, combien de victoires sur la fin de saison? Et a priori, ils devraient garder leur place, j'imagine. Ils font 3-2 et ils gardent leur place. Donc ils perdent face aux Wolves et aux Sixers. Et encore une fois, les Sixers, ça va être un match où, à mon avis, il y aura rien à jouer. Donc faut pas y faire attention. Mais les Wolves, je veux bien les Wolves aller le chercher celui-là. Et après, comme j'ai dit, Jazz, Pistons, Magic, tu dois les prendre. Mais attention Jazz, ça peut être un très beau match serré. Mais en tout cas, même s'ils font 2-3 avec les victoires Pistons, Magic, ils garderaient leur avance par rapport aux Heat. Et donc, dans tous les cas, ils gardent leur place, quoi qu'il arrive, à mon avis. On aura le temps de faire le bilan du Heat dans quelques instants. Tom, toi, comment tu vois cette fin de calendrier, ces fins de match du côté de Brooklyn donc? Alors moi je les vois bien faire 4-1 sur les 5 derniers matchs avec la défaite uniquement contre Minnesota. Je les vois battre le Jazz, les Pistons, le Magic, même si ils ont perdu contre le Magic il y a quelques jours, et les Sixers à la dernière journée, je les vois battre les Sixers tout simplement parce que je pense que les Sixers, si jamais le Heat se rapproche puisque aujourd'hui c'est le plus grand concurrent des Nets, c'est le Heat. Si le Heat se rapproche,
et sur la dernière journée, une victoire de Brooklyn peut permettre à Philadelphie de ne pas avoir à jouer le hit de Jimmy Butler au second tour. Je pense qu'ils vont reposer tout le monde pour assurer peut-être une victoire aux Nets et s'éviter de devoir rencontrer Jimmy Butler, Bam Adebayo et Eric Spoelstra au premier tour, qu'ils ont sorti l'an dernier. C'est tout à fait ça. Mais j'avais regardé aussi un peu ce scénario au cas où les Nets ont l'avantage au tiebreaker sur le hit, donc c'est à noter, ce qui fait un avantage supplémentaire. Parce qu'ils les ont battus dans la semaine. Exactement. Et donc du coup, c'est un avantage supplémentaire si jamais ils se retrouvent avec le même bilan. Donc moi, je les ai aussi à 3 victoires parce que je les vois paumer Minnesota comme toi et Orlando parce que voilà, ils viennent de perdre contre eux et j'aime beaucoup Orlando. J'avais envie d'en pronostiquer une comme ça, mais effectivement, via ces 3 victoires plus un éventuel tiebreaker positif face au Heat, a priori, ils devraient rester à cette place-là, qui est la place safe, j'ai envie de dire, la 6e place, qui permet d'éviter le play-in, en tout cas dans un premier temps, d'éviter de faire de matchs supplémentaires. Par contre, donc, l'équipe à la 7e place, qui elle va ambitionner de rattraper les Nets, c'est donc vous savez 45-37, du coup ça leur ferait 45-37. Exactement, 45-37 et pour toi 46. Yes. Pour toi 46-36. Pour les Brooklyn Nets. Et donc pour le Heat qui est à 40-37, qui a déjà les 37 défaites, donc ça va être compliqué d'arriver à 45, mais sait-on jamais. Parlons-en. Le Heat, Gabin, comment tu vois la bande à Jimmy Butler? Justement, Tom en parlait, qui a quelques soucis quand même cette fin de saison, qui est pas très rassurante, on va dire ça comme ça. Ça me rassure pas du tout. Puis là, on a eu 3 défaites en plus contre des concurrents directs à l'Est, donc les Nets, les Raptors et les Knicks. Sachant que les Nets, tu les as laissés scorer 129 points. Quand t'es une équipe réputée pour la défense, ça fait très tâche. Et je sais pas, le Heat, j'ai l'impression que c'est une équipe médiocre, dont j'en attends pas grand-chose. Et je sais en fait qu'en post-season, ils vont me surprendre, mais là, saison régulière, à chaque fois, on s'ennuie quoi devant les matchs. C'est lent, ça défend quand ils veulent, ça sait pas attaquer, ça sait pas du tout attaquer. Donc non, le Heat, c'est très très inquiétant même. La Jimmy Butler rule sur les playoffs où maintenant on se méfie du coup d'accélérateur. Pour toi, Tom, c'est le cas aussi, Miami un peu inquiétant quand même sur ces 3 défaites de suite, comme vient de le dire Gamin. Oui, un peu inquiétant, surtout que tu vois sur les 2 dernières semaines, Miami, ils ont ça c'est le 25e net rating de la ligue à -11 quoi. Donc ils sont en compagnie de Portland, San Antonio et Houston et de Détroit. Donc tu vois, ça encore une fois, hein, on en a parlé tout au long de l'année. Quand tu es dans une stat avec ces 4 équipes-là, c'est jamais bon signe. Donc voilà, donc c'est un peu inquiétant, notamment même Kyle Lowry en fait qui montre pas de forcément de signes encourageants. Donc après encore une fois, c'est difficile de parier contre Jimmy Butler quand ça compte. Donc je leur laisse le bénéfice du doute sur les individualités, puisque même toi un joueur comme Tyler Herro, il fait quand même une saison solide. C'est autour en fait que ça marche pas trop. Donc sur la fin de saison, je suis quand même confiant. Je pense qu'ils resteront 7e potentiellement, mais à voir après au niveau des bilans. Alors si je regarde, je me mets sur leur calendrier. Alors leur calendrier, c'est ils vont recevoir Dallas, ils vont aller à Détroit. Ensuite, ils iront à Philadelphie, à Washington. Ça fait un back-to-back Philly-Washington. Ils reçoivent Orlando à la fin. Donc, ils ont un calendrier qui, sur le papier, le 28e, donc au fameux strength of schedule, on y revient. Donc, a priori, un des plus faciles. Mais ça reste, voilà, pour compléter un peu ce que tu viens de dire, ça reste compliqué. Avec le fameux Lowry, c'est vrai que on a Kyle Lowry qui était peut-être attendu par le Heat un peu plus fort que le Lowry de fin de carrière qu'il est maintenant. Ouais. Il y a Bam qui est en day-to-day aussi au niveau des blessures, donc c'est pas encore fait sur cette fin de saison. Ouais. Mais du coup, le temps que Tom, vas-y, pardon. Non, pourtant son début de saison était quand même, ça allait, tu vois. C'est niveau starter, quoi. C'est niveau starter correct NBA, quoi. Mais là, c'est vrai que c'est inquiétant. Ouais, mais quand tu récupères Lowry, on a l'impression qu'en tout cas sur la construction de ce hit, on en parlera peut-être plus en détail sur les previews des playoffs, mais t'avais besoin ou t'avais envie d'un Kyle Lowry peut-être un peu plus qu'un simple, comme tu dis, starter de NBA, où tu as besoin de ça par rapport à la construction de l'ensemble de l'effectif. Voilà pour amener un peu plus à la réflexion. Gamma, je me retourne vers toi une nouvelle fois, donc, parce qu'on t'a pas entendu depuis un petit moment. Le bilan pour donc les 5 derniers matchs de Miami, combien de victoires pour toi? Je leur donne 4-1, parce que je suis très généreux. Pour moi,
Déjà, Pistons, Wizards, Magic, tu dois les prendre. Les Mavs, ça va être un beau match, mais ils vont les prendre à mon avis, parce que les Mavs, on va en parler, mais ça joue très mal. Et je pense que tu perds contre les Sixers, donc ça te fait 4-1, 44-38 à la fin de saison. Et donc C'est ça, pour moi, donc toujours derrière Brooklyn. Il reste derrière Brooklyn, ouais. Effectivement, Tom. Moi, je pense sur un 3-2. Je pense qu'ils vont perdre un des matchs à l'extérieur. Je pense qu'ils sont capables de, par exemple, c'est une équipe qui est capable de gagner Philly et de perdre à Washington, par exemple. Non, mais c'est vrai. Donc, je les vois quand même battre Dallas et je les vois battre Dallas, gagner à Détroit, battre les Sixers, perdre à Washington et gagner Orlando à la fin sur le dernier match de la saison. Donc, ça fait 3-2. 3-2 pour Tom, donc un bilan au final à 43 victoires. Et donc du coup derrière les 46 de Brooklyn. Bon, moi j'avais un 4-1 aussi, j'ai fait comme toi, Gabin, j'ai pris à peu près le safe bet parce que je me dis voilà, Miami quand ça compte, ils vont mettre un petit coup d'accélérateur, les équipes en face sont pas extraordinaires. J'ai mis la défaite à Philly et encore, j'aurais peut-être presque pu leur donner le perfect en me disant Philly va aussi lâcher un peu de l'accélérateur sur la fin de saison vu leur place actuelle. Mais bon voilà, j'aurais mis un 4-1 pour se faire plaisir, mais qui ne change rien effectivement dans la course, en tout cas à la 6e place, mais qui a peut-être son importance par rapport aux équipes qui sont derrière, qui sont en chasse et qui ne sont pas si loin. On a encore 2 matchs d'écart. Derrière Miami à 40-37, il y a Atlanta à 38-39. Donc Atlanta qui pose beaucoup de questions. Je ne sais même pas comment introduire l'équipe d'Atlanta. J'ai vu un sourire en coin et je viens de t'entendre rire, Tom. Allez, c'est pour toi, Tom. Qu'est-ce que t'en penses de ces Hawks inqualifiables, j'ai envie de dire. Ouais, ça. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui est pronostiquée. Et c'est une équipe qui est difficile à pronostiquer et en fait qui enchaîne difficilement. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, même quand tu regardes les 10 derniers matchs, t'as 2 défaites, 2 victoires, 2 défaites, 1 victoire, 1 défaite, 1 victoire, 1 défaite, 1 victoire, 1 défaite, 1 victoire. Donc en fait, d'un match à l'autre, tu sais pas en fait qu'est-ce que tu peux avoir sur cette équipe des Hawks. Après, c'est la difficulté aussi qu'il y a, c'est est-ce que du coup on reste sur la théorie de cette équipe avec quand ça compte, par exemple potentiellement ce que peut proposer Trae Young. C'est une équipe qui a un 5 majeur qui est quand même assez solide, avec des joueurs de rotation qui sont quand même solides, et du coup ça se joue, encore une fois, il y a pas mal de matchs qui se sont joués à rien. Enfin, il y a eu la défaite par exemple face à Memphis, ça s'est joué à pas grand chose. Il y a du coup la défaite face aux Timberwolves qui se joue vraiment à pas grand chose, tu vois, au lancer de Karl Anthony Towns. Donc voilà, c'est une équipe qui est capable de faire un jeu égal avec l'équipe, mais je trouve que le calendrier est quand même difficile parce que quand tu regardes ce qu'il leur reste, là il leur reste Dallas, Chicago, Washington en back-to-back, Philly, Boston. C'est difficile pour moi moi je leur donnerais peut-être 2 victoires, peut-être. Allez, Washington. 2 victoires pour toi, Tom. Ouais, c'est ça, hein. 2 victoires, je leur donnerais. Ok, 2 victoires pour Tom qui a fait un point complet. Gabin, rapidement aussi sur ces Hawks. Comment tu les vois? Les Hawks, c'est une équipe qui défend pas, quoi. Enfin, ça peut pas marcher à ce moment-là. Même si ça attaque bien grâce à des individualités, en face, ça clique pas du tout. Mais après, les Hawks, c'est une équipe que j'attends plus la saison prochaine quand Quinn Snyder aura pris le temps de développer un groupe. Parce que le coach qui arrive en plein milieu de la saison, ça me semble... Enfin, pour faire un run, c'est pas l'idéal. Donc je les attends l'année prochaine. Là, cette année, il y a beaucoup de problèmes et je pense que Quinn Snyder peut être la personne qui les résoudra, mais pas tout de suite. Ok, donc combien de victoires sur cette fin de saison, Gabin? 2 sur 3. Ils prennent Bulls Wizards en back-to-back et ils perdent Mavs, Sixers, Celtics, même si pareil, les Celtics c'est leur dernier match. Et en fait, les Celtics n'auront rien à jouer et les Hawks auront à jouer à mon avis parce que ça va être très serré. Donc ils peuvent faire un 3-2, ils peuvent faire un 2-3. Mais plus de 3. Voilà. Ok, bon, j'ai 2 victoires également de mon côté, où je les vois gagner Dallas et Washington, mais bon,
À voir. Donc ça nous donne 2 victoires pour tout le monde. Ils finiront selon nous à, donc ça nous fait quoi, 40-42. Ouais. Donc passons à la suite. Et là, ça va devenir intéressant puisqu'on est très très proche. Même bilan à l'heure où on enregistre, 38-39 pour les Toronto Raptors. Gabin, c'est ton équipe. Tu as le champ libre. Toronto, est-ce qu'on est confiant sur la fin, sur cette course au play-in? Quelle belle saison de Toronto. Non, j'en pense pas grand-chose, mais on est obligé parce on a fait le move pour Jakob Poeltl, donc on doit jouer le titre maintenant. Tu vas pas chercher un joueur si derrière tu te fais éliminer. Et après, je le sens bien. La fin de saison, je la sens bien parce qu'on a 2 matchs des Hornets. T'es obligé. Tu vas dire ça à Dallas. C'est ce que je me disais en plus. Ouais, Dallas, on salue Constant. Faudra qu'on fasse une aparté Dallas, on rigolera bien, je pense. Donc je les vois prendre les 2 matchs aux Hornets. Celtics, je les vois prendre un des 2 et perdre aux Bucks. Et les Bucks, mais à chaque fois je dis la même chose, j'ai l'impression. Mais les Bucks pourraient laisser passer ce dernier match, alors que les Raptors auront envie de le prendre. Donc je les vois faire un 3-2, ce qui me les met en 41. Je me suis perdu, exactement. 41-41. Et donc, d'après mes pronostics, devant les Hawks à la 8e place. Très bien. On a eu le point de vue du supporter. Maintenant, Tom, un avis extérieur, j'ai envie de dire, sur les Raptors. Alors pour moi c'est un petit peu plus compliqué parce que par exemple ils ont sur les 5 matchs qui leur restent, ils ont du coup 4 matchs à l'extérieur et leur match à domicile du coup c'est ce sont les Bucks. Et en fait voilà sur les 5 matchs qui restent, ils ont 2 sets. Donc moi ce que j'appelle les sets c'est les matchs que tu joues consécutivement contre la même équipe et les sets en fait la problématique c'est pour moi c'est difficile enfin c'est rare en fait qu'une équipe gagne les 2 matchs sur un set. Ça c'est souvent splitté quand tu affrontes 2 fois le même adversaire, c'est souvent splitté et là ils affrontent 2 fois le même adversaire à l'extérieur. Donc je pense qu'ils peuvent prendre je pense qu'ils vont prendre peut-être un à Charlotte, un à Boston et qui perdront les Bucks. Donc du coup ça fait peut-être 2 victoires seulement. Parce que je pense que en fonction du résultat qu'il y a par exemple s'ils prennent le premier match des Celtics Milwaukee. Parce que les Celtics, ils jouent aussi la première place et l'avantage du terrain sur tous les playoffs, parce qu'il faut pas oublier Denver de l'autre côté. En cas de finale NBA, tu veux avoir le meilleur bilan possible et voire même le meilleur bilan que l'autre conférence pour être sûr d'avoir l'avantage du terrain pour tous les playoffs au cas où tu peux aller au bout. Donc je pense qu'il y aura une petite bataille à distance entre les Celtics et les Bucks qui va peut-être soit Toronto va servir d'arbitre ou soit Toronto va être malheureusement le dommage collatéral en fait de cette bataille lointaine. Et ce qui est intéressant en plus dans ton pronostic, c'est que si tu donnes 2 victoires aux Raptors, on se retrouve avec les 2 équipes à 40-42 à la fin. Et le tiebreaker est à l'avantage des Hawks dans ce cas-là. Donc, ce qui placerait pour Tom les Hawks devant. Alors moi, je suis avec toi, Gabin. Je leur en ai donné 3. Donc, je les mets devant. Mais attention parce que voilà, on a comme disait Tom, c'est un cas un peu particulier de jouer 2 fois la même équipe. Enfin, il y a à Charlotte, puis à Boston. C'est quand même des cas très particuliers. Donc, c'est pas évident. Et en plus, on a toujours, il y a quand même quelques absences notables du côté de Toronto, notamment avec Gary Trent. Mais donc rien n'est fait. Mais je les vois aussi à 3 victoires. Donc chez moi, ils passeraient devant les Hawks, mais donc resteraient aussi derrière le Heat, puisque c'est aussi la course qui se fait à 4 ou 5 équipes si on compte aussi les Nets. Et justement, la dernière équipe de cette course à l'Est, avant de repasser de l'autre côté, c'est Chicago. Les Chicago Bulls qui sont donc un match derrière Toronto et Atlanta, 37-40 actuellement. Bon, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça de Chicago, notamment après la trade deadline, sur cet objectif qui était de jouer cette course au play-in, qui semblait compliqué. Finalement, a priori, on devrait à peu près être dans les 10, donc je vais pas redire tout ce que j'avais déjà dit dans ce podcast. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais donc pour commencer, en tant que supporter des Bulls, je nous en offre 3 aussi, puisque donc le calendrier c'est Memphis, Atlanta, qui va être un match très important, qui peut être décisif sur cette course de fin de saison, à Milwaukee, à Dallas, et donc Détroit pour terminer. Je nous ai donné 3 victoires, donc les 2 défaites contre Memphis respectivement et à Milwaukee, mais je nous vois accrocher tous les autres.
Voilà, donc pour moi, on terminerait à 40, ce qui ferait de toute façon, dans cette course-là, à la 10e place. Messieurs, je vous laisse à vos pronos également et votre constat de cette saison, cette fin de saison de Chicago. Cette fois-ci, commençons avec Tom pour alterner encore. En fait, sur les pronos, là, je me rends compte que Dallas, ils vont pas gagner beaucoup. Dallas, on les pronostique pas gagnants, pas beaucoup gagnants. Moi, je pense que l'équipe de Chicago, c'est quand même une équipe qui a retrouvé quand même, depuis l'arrivée de Patrick Beverley, une certaine stabilité. En fait, c'est un peu, comme tu en as parlé, au tout début du podcast, la notion de hiérarchisation, en fait. C'est-à-dire que lui, il récupère le job de starter, mais ça veut dire qu'un joueur qui était starter vient sur le banc et du coup ça fait un complément, notamment avec Kobe White et tout ça. Donc et puis il apporte un peu le côté défensif qu'il manquait un peu et que Lonzo Ball pouvait apporter. Donc on revoit un peu la théorie de l'équipe de l'an dernier, quoi. Même si ce sont pas les mêmes pièces et même si du coup au niveau offensif ça marche pas, quoi. C'est plus difficile. Donc moi je trouve que Chicago, un peu pareil, hein, je pense que ils perdent Memphis, je pense qu'ils battent Atlanta, qu'ils battent les Bucks en back-to-back, parce que les Bucks seront aussi en back-to-back et je pense qu'ils vont faire reposer les joueurs un des deux et je pense qu'ils vont plus faire reposer contre Chicago et du coup qui gagnent ensuite les Pistons mais qui perdent à Dallas. Pour moi ils perdent à Dallas. Ok, tu fais une petite victoire à Dallas quand même dans voilà, ça fait histoire. 3-2 mais ils perdent à Dallas. 3-2 donc à 40 aussi chez toi Tom, ce qui fait aussi une égalité en fait avec les équipes du dessus, je me rends compte chez toi. Ça fait 40-42, ça fait un three-way tie. Alors là, les tiebreakers, là, ça devient un autre casse-tête, effectivement. Ouais. Et du coup, avant d'entendre ton pronostic à toi, Gabin, je voulais juste rajouter sur le côté Pat Bev, il y a aussi, on a retrouvé Zach LaVine, offensivement en tout cas, qui peut-être que par la présence d'un meneur vétéran, se sent un peu moins forcé de forcer sa nature, justement, de playmaker, et qui s'est plus concentré sur mettre des paniers. Et donc, comme tu as dit, notre attaque est un peu en délicatesse, et à toi, à moi, entre Zach LaVine, Demar DeRozan et un peu de Vucevic. Bon, quand même, on a retrouvé un Zach LaVine très efficace sur les dernières semaines. Et évidemment, ça aide beaucoup à gagner les matchs du côté de Chicago. Mais c'était voilà. On risque d'en parler dans le dernier 4K. On risque d'en parler, en effet. Oh, le teasing, Tom, magnifique. Wow. Après ce beau teasing, Gabin, ton pronostic de Chicago. Alors, je t'ai entendu tout à l'heure. Je sais que tu nous prévois une défaite face aux Hawks. Donc déjà, je t'en veux. Ouais. Le reste du programme? Défaite contre les Grizzlies, défaite contre les Hawks, défaite contre les Bucks, défaite contre les Mavs et victoire contre les Pistons. Donc ça fait bien sûr, ça, je vais te le dire. En fait, les Bulls, ils reprennent un peu de leur couleur et j'en suis ravi, mais à mon avis, les 4 équipes que j'ai citées sont meilleures, en fait. Et c'est pour ça que je vois une période assez sombre qui arrive pour Chicago. Avec 1-4, ça leur fait du coup 38 victoires, 44 défaites en fin de saison. Je suis très très pessimiste, mais je ne pense pas avoir tort. Ouais, c'est vrai que leur calendrier est très dense, hein, puisque en fait t'as 5 matchs en 7 jours. Hein. C'est très dense. Après, en strength of schedule, il est en moyenne de la NBA, parce que bon, certes, même si sur le papier, Memphis et Milwaukee sont en haut, Dallas, on va y revenir, sont pas en très grande forme, Détroit, voilà. Et puis Atlanta non plus. On vient de faire un constat qui était pas non plus des plus favorables à Atlanta. On verra. C'est ce match qui risque de décider pas mal de choses dans cette course-là. C'est certain. En tout cas, chez tout le monde, peu de changements. Alors chez Gabin et moi, pas de changement, il me semble, au niveau du classement actuel. Hein. Nets, Heat. Si, les Raptors passent devant, effectivement. Chez toi et chez moi, Gabin. Raptors passerait un petit peu devant. Donc 8e. Atlanta 9, Chicago toujours 10. Chez Tom, un three-way tiebreaker, comme tu disais. Entre Atlanta, les Raptors et les Bulls. Alors, qu'est-ce que ça donnait? Parce qu'en plus, t'as donné équipe entre Atlanta et Chicago. Enfin, ça devient un vrai casse-tête. Tu l'as fait, ce tiebreaker, ou pas? Du coup, il récupérerait, je crois, le tiebreaker sur les Hawks. Oui, si on gagne, on a le tiebreaker. C'est ça. S'ils gagnent, ils ont le tiebreaker. Et après, je sais pas ce qui se passe au niveau de Toronto. À Toronto, on l'a dit juste avant, Toronto perd face à Atlanta, mais je crois que Toronto a le tiebreaker contre les Bulls. Oui, donc là, on est vraiment Je les ai en individuel, mais les 3 en même temps, je ne sais pas du tout qui passe. Voilà, à vérifier, peut-être si le scénario arrive, on verra bien. On demandera la VAR, voilà. Exactement, on demandera la VAR. Après, le truc, c'est que, tu vois, ça a quand même un gros impact parce qu'au final, tu vas te retrouver avec 3 équipes qui ont le même bilan. Il y a une qui doit gagner un match pour se qualifier.
et les deux autres, elles doivent en gagner 2. Oui, dans un scénario play-in, ça change tout. Dans ce scénario-là, t'en as une qui joue pour gagner un match et se qualifier, et les deux autres doivent en gagner 2. Ah, la place de 8 est chère, enfin a de l'importance avec le nouveau scénario de la saison régulière à NBA. C'est et donc ça. avec les play-in. L'histoire a montré qu'il fallait mieux finir 9e, mais je sais pas s'il faudrait faire exprès de l'appliquer. L'échantillon est assez faible. Ouais, voilà. Avant de faire ce genre de pronostic. Ben justement, parlons de bataille pour toutes ces places. De l'autre côté, et là, celle-là, on a un peu élargi jusqu'à Brooklyn pour arriver à 5 équipes. Là, nous avons décidé pour l'Ouest, vous l'avez compris, on va parler de la course à l'Ouest, d'être encore plus large. On va commencer à la 4e place avec les Phoenix Suns qui sont à 42-35 pour descendre. Allez, je sais pas si on ira jusqu'au Jazz à 36-41, mais au moins à Dallas à 37-40. Donc en tout cas, ça nous fait énormément d'équipes. 7-8 équipes à voir. Donc ne perdons pas de temps. Les premiers, je les ai cités. Phoenix 42-35. Ils ont l'avantage pour le moment à l'Ouest, donc à la 4e place. Pas d'absence notable. Kevin Durant qui est arrivé quand même au milieu de cette saison. On est plutôt optimiste, il me semble. Je ne sais pas, je ne sais plus où j'en suis. Je me tourne vers toi, Gabin. Cette fin de saison des Suns. Je suis très optimiste. J'avais envie de me lâcher en fait sur un des pronos. Et pour moi, les Suns vont être l'équipe boulet de canon de fin de saison. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais qui va tout défoncer sur son passage. Parce qu'en fait, avec le retour de KD, les stats ont montré que même si l'échantillon est très faible, les trois, donc Paul, Booker et KD, quand ils jouent en même temps, ça a un net rating de plus 48. Donc c'est énorme. Et en fait, je me dis, le starting five, avec ces trois joueurs-là sur le terrain, je ne les vois pas perdre un match sur les 5 qui restent. Et donc, je les vois faire 5. Victoire au Thunder, victoire aux Spurs, victoire aux Nuggets, victoire aux Lakers, victoire aux Clippers. Très bien, 5 victoires pour Gabin. 5-0, un bilan final à 47. Exactement. Alors qu'il les permettrait pas de rattraper au-dessus, du coup, Sacramento par rapport à nos pronostics. Mais sait-on jamais. Est-ce que Tom, t'es tout aussi confiant sur ces Suns top heavy, j'ai envie de dire, avec ce Big Three? Oui, après, ils ont l'avantage vu qu'il y a la nécessité de réintégrer Kevin Durant, je pense pas qu'il y aura un management au niveau des minutes, en fait. Donc, ils ont besoin, en fait, d'emmagasiner des possessions ensemble, d'emmagasiner du temps de jeu ensemble. Donc, c'est une équipe qui, je pense, va garder ses rotations jusqu'à la fin et qui va pousser peut-être Kevin Durant parce qu'il faut quand même qu'il soit en rythme, quoi. Donc, et puis, même si c'est quand même une des superstars les plus faciles à réintégrer dans ton jeu, mais ça demande quand même une notion d'automatisme, même s'il y a quand même un vécu avec certains des joueurs, notamment à Team USA. Donc moi, je les vois quand même perdre un des 2 derniers matchs contre une équipe de Los Angeles, ou sinon perdre Denver. Je les vois faire 4-1, tout simplement parce que tu vois, ils ont un back-to-back Denver et Lakers, avec les Lakers à Los Angeles. Ils vont à Los Angeles. Donc je les vois perdre soit celui-là, soit Denver. Allez, je dis ils perdent contre les Lakers. Voilà, ils reposent du monde, ils perdent contre les Lakers. Et du coup, ça donnerait 4 victoires, 46 à la fin. Ouais. 46-36 à la fin. Bah, j'avais le même programme avec la même logique, hein, comme tu l'as dit, avec le back-to-back. Peut-être que ce sera là où il risque d'y avoir un petit peu de management. Je sais pas si ce sera sur KD, mais en tout cas peut-être un peu plus de réflexion quand tu as un back-to-back. Oui. Ils voudraient pas risquer des blessures à ce moment-là, puisqu'a priori ils seront quand même assez confortables. Si on en croit le reste de nos pronostics, ils seront peut-être un peu plus confortables par rapport au reste des équipes, aux Lakers qui sont plus au milieu de cette meute du peloton dont on va parler. Donc je les ai aussi à 4-1, à 46-36, donc à la fin de saison. On enchaîne puisqu'il y a beaucoup d'équipes dans le peloton dont on vient de parler. Et justement, on les a évoqués, les Clippers sont là juste derrière les Suns, 5e place, 41-37, donc une victoire derrière les Suns à l'heure actuelle. Les Clippers qui sont toujours un cas particulier. On en a beaucoup parlé ces dernières années, toujours une équipe avec beaucoup d'espoir derrière eux, une équipe pleine d'ailiers. Est-ce que cette année sera la bonne? Est-ce que déjà ils vont sécuriser une place en play-off, s'éviter les play-in? Cette fois-ci, pour alterner, Tom, je me tourne vers toi. Confiance ou non en ces Clippers? Après, les Clippers, c'est quand même compliqué puisqu'ils ont perdu Paul George il y a quelques jours.
Donc, et ils ont changé aussi la rotation puisque Marcus Morris est sorti de la rotation et il est désormais remplacé par Nicolas Batum qui est titulaire. Et ils ont aussi réintégré Norman Powell. Donc, il y a vraiment beaucoup de changements dans cette équipe en très peu de temps. C'est une équipe qui a été solide sur les dernières semaines avec un bon Kawhi, avec un Russell Westbrook qui souffle un peu le chaud et le froid, quoi, il fait quand même du bien à cette équipe, tout simplement parce que depuis l'absence de Il a fait Paul son meilleur George, match de la saison aussi. Oui, je m'en souviens. Quand Autant pour Russell moi. Westbrook et Robert Covington font 12 sur 12 à 3 points, c'est dur de gagner le match. Non mais globalement, je trouve que voilà, c'est une équipe qui pourra jouer crânement sa chance, qui est déjà clairement en mode playoff. Avec Kawhi potentiellement qui peut aussi jouer les back-to-back. On va savoir ça ce soir. Est-ce qu'il va jouer contre les Pelicans? Parce que hier il a joué contre Memphis, mais il a joué je crois quasiment qu'une mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps je crois que je l'ai pas vu. Il a joué à la première mi-temps, il a pas joué la deuxième. Donc à voir ce qui se passe au niveau de Kawhi. Mais je pense que voilà, sur les 5 derniers, je pense qu'ils en gagnent 3. Non, je pense qu'ils en gagnent 4. Non, il leur reste 4 matchs. Non, il leur reste 4 matchs. Il leur reste 4 matchs. Ouais, il leur reste 4 matchs. Donc je crois qu'ils font 3-1. Ils font 3-1 et ils perdent le dernier du coup contre les Suns. Ok, très bien. Bon, ils battent les Pelicans, ils battent Los Angeles, enfin les Lakers, ils battent les Blazers et ils perdent contre les Suns à la fin. Ouais, avant de te donner la parole du coup Gabin, puisque j'ai exactement ce pronostic-là, puisque les Phoenix en plus c'est à Phoenix en back-to-back pour terminer, avec comme je le disais dans la même logique un peu que j'essayais de garder dans ces pronos, le dernier match où a priori là du coup s'ils ont gagné tous ceux d'avant, on devrait être un peu plus safe, on devrait être un peu plus sur la retenue. Donc voilà, je les ai aussi à 3 victoires qui les emmènent à 44-38. Gabin, toi tu les as à combien? Moi, pour moi, ils font 2-2 et donc ils sont en 43-39 avec un petit tie-break, mais je peux pas trop vous en dire plus. Donc on pourra y revenir. Que de teasing dans ce podcast, ah là là. de teasing. On n'en finit plus. Continuons donc, on va peut-être savoir, est-ce que le tie-break est avec l'équipe suivante, suivante donc dans le classement actuel qui a le même bilan que les Clippers à 41-37, ce sont les Golden State Warriors, on en a parlé un peu plus tôt, les Warriors qui sont, voilà, je vais donner les chiffres parce que qui sont invincibles à domicile, 32-8, qui n'arrivent pas à gagner à l'extérieur, 9-29. Donc voilà, 32-8 d'un côté, 9-29 de l'autre. C'est totalement surréaliste. C'est incroyable. Et voilà, ça nous donne les Warriors de cette saison. Des Warriors avec une absence notable qui est celle de Wiggins, toujours pour raison personnelle. Alors, il pourrait revenir d'après les dernières rumeurs, mais évidemment, ça reste quelque chose d'incertain. Sur la dynamique de fin de saison, Gabin, du coup, c'est pour toi. Comment tu vois les Warriors? Est-ce qu'ils vont récupérer le tiebreaker face aux Clippers? Ils me font plaisir, les Warriors, en ce moment. Et ce qui est drôle, c'est que peut-être la malédiction des défaites à l'extérieur est finie, vu qu'ils ont fait 2 victoires contre les Rockets et les Mavericks dernièrement. Ce qui est drôle, c'est qu'avec ces 2 victoires, ils ont fait plus que pendant le mois entier jusqu'avant, parce qu'ils avaient un total de 1 victoire. Et ce qu'il fait pas trop avec mon prono, c'est que derrière, ils jouent Nuggets, Kings et Blazers à l'extérieur. Mais j'ai envie d'y croire, parce que j'ai vu cette équipe contre les Pelicans revenir, pas des enfers, mais faire un très bon match. Très loin, ouais. Ouais, pour finalement les éclabousser et finir à 11 points devant. Et je me dis qu'il y a une dynamique en ce moment et je les sens bien. Donc je leur donne 3 victoires, 1 défaite, avec une défaite aux Nuggets chez eux. Enfin, à Denver. À Denver, ça fait victoire Thunder, victoire Kings, victoire Blazers. Et ça me les met en 44-38, et donc ils passeraient devant les Clippers à la 5e place. Chez toi, ils seront donc devant. Ce n'est pas la fameuse équipe du tiebreaker. Du coup, Tom, je me tourne vers toi. Comment on voit les champions en titre, finalement? Ben moi, je les vois aussi plutôt bien, même s'il y a les 3 matchs sur 4 sont à l'extérieur. Je pense que voilà, enfin, c'est une équipe, voilà, les Blazers, ils sont en full tanking. Je pense que les 2 matchs, par exemple, les Kings et les Nuggets, je pense que ça va être des matchs un peu à couteau tiré, mais je pense qu'ils pourront arracher l'un des deux. Je pense qu'ils battront, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils battront les Kings, puisque les Kings, j'avais dit que les Kings auraient perdu ce match-là.
Et je pense qu'ils battront aussi le Thunder, donc peut-être qu'ils perdront que contre les Nuggets, puisque le Thunder c'est le match qu'ils ont à domicile, et eux ils ont pas de back-to-back ou quoi que ce soit, donc je pense qu'ils sont tranquilles et qu'ils vont finir la saison sur vraiment un boulet de canon. Voilà, donc 3 victoires pour toi, qui les emmène à 44, et donc tu leur donnes un tiebreaker face aux Clippers, si je dis pas de bêtises. Du coup, est-ce qu'ils ont le tiebreaker? Je vais aller vérifier ça tout de suite tant que je l'ai. Split season, donc égalité. Ouais, égalité. Et attends, mais ils sont dans la même division? Ouais, mais ils sont deuxième de la division, puisque c'est Sacramento qui va remporter c'est incroyable de dire ça, c'est Sacramento qui va remporter la division Pacifique. Et oui, mais du coup, les deux équipes sont aussi derrière dans la division. Ouais, mais du coup, ça fait un... Ah bah bon, bah écoute, on verra bien ce qui se passe. Ah, ce serait intéressant. C'est le bilan, je crois, c'est le bilan à l'intérieur de la conférence, je crois. Ah oui, que l'Ouest, ouais. Ouais. C'est ça. Et donc de la conférence, alors actuellement, il y a 24-24 pour les Clippers, 27-21 pour les Warriors, puisque je l'ai sous les yeux. Donc ce serait les Warriors. Du coup, les Warriors passeraient devant. Passerait devant à la 5e place. Ce serait un sacré scénario pour le coup. Ouais. Rapidement pour moi, j'ai fait un peu le pronostic le plus safe. Alors j'aurais pas fait perdre le match quand même à Portland, faut pas non plus exagérer, mais voilà, je leur ai donné 2 victoires, pour moi un 2-2 sur la fin à 43-39, ce qui les laisse derrière chez moi les Clippers, donc inchangés sur le 4-5-6. Et là on arrive dans le vif du sujet, puisqu'il y a 2 matchs d'écart avec la prochaine équipe, et on arrive au début des play-in. Effectivement, c'est la grosse course de cette fin de saison, et c'est peut-être une surprise de les voir à cette place-là à ce moment-là. Ils sont sur une remontée assez extraordinaire. On parle bien sûr des Lakers qui sont à 39-38, donc à l'heure où on enregistre. Des Lakers, voilà, comme je le disais, qui viennent de faire une remontée. Donc je ne sais plus où j'en suis. Je crois que j'en suis à toi, Tom, oui, parce que tu viens de parler. Donc c'est à toi de commencer cette fois-ci. Les Lakers, est-ce que tu les sens bien? On s'est fait une frayeur dans la nuit de vendredi à samedi, donc à l'heure où on enregistre au niveau d'Anthony Davis. A priori, tout va bien. On a tout le monde. Est-ce que les Lakers vont continuer leur remontée infernale? Bah, je pense quand même, hein, puisque c'est une équipe qui, voilà, sur les 2 dernières semaines, qui est 7e au net rating, avec une attaque au milieu de la ligue, mais une très solide défense, avec une 5e place en défense au niveau de la ligue. Incroyable. Il y a le retour de LeBron James qui va être réintégré, enfin qui est réintégré petit à petit. Et je trouve que voilà, c'est une équipe qui va être solide, et je pense pas que c'est une équipe qui va qui va se battre elle-même, notamment avec tu vois le niveau des 2 côtés du terrain d'Anthony Davis là sur la fin de saison. Il est vraiment exceptionnel, donc je trouve que c'est une équipe qui a quand même les armes pour avoir un bilan positif et s'extirper de la match. Je pense qu'ils resteront potentiellement dans le play-in, mais je pense pas qu'ils se feront passer par des équipes plus bas. Donc tu en chiffres, vu qu'il leur reste 5 matchs, donc je les donne, ils vont alors, à Houston, à Utah, aux Clippers, donc bon, ça change pas grand chose, ils sont un peu à domicile, et donc ils reçoivent ensuite Phoenix et Utah pour terminer. Et donc pour moi, je pense qu'ils font du coup 3-2, qui perdent du coup Phoenix et les Clippers. Ok, Phoenix et les Clippers en moins, donc 3-2 pour les Lakers à la fin, qui les emmène à 42-40 chez Tom. Chez toi, Gabin, la remontée continue. Est-ce qu'on est heureux de ce retour des Lakers, s'ils seront là a priori dans la post-season? J'aime beaucoup cette équipe. À mon avis, c'est l'équipe qui a réalisé la meilleure trade deadline de très loin finalement, parce que D'Angelo Russell, ça clique. Les arrivées de Vanderbilt et de Beasley, ça marche bien. Et en fait, en ce moment, Anthony Davis, il est en forme, et donc tout va bien chez les Lakers. Et c'est même décevant en fait qu'on les ait pas à ce niveau-là depuis le début de la saison. Mais je les sens bien en ce moment. Je les vois dans une bonne dynamique, et donc je leur donne 4-1 avec juste une défaite contre les Suns. Et donc, voilà. Ça me la donne en 43-39. Et donc c'est eux qui se retrouvent en tiebreaker. Avec les Clippers, c'est les Clippers qui remportent le tiebreak. Voilà. Ok, très bien. Donc ça me fait Warriors 5, Clippers 6 et Lakers 7, du coup. Et voilà, donc Lakers qui restent 7e chez toi.
Alors tu parlais de la meilleure trade deadline, en même temps, c'est ceux qui partaient de plus loin par rapport au pronostic. C'est clair. Donc oui, ils sont arrivés plus loin, mais ils sont partis de très loin aussi. Donc tant mieux pour eux. Dans un cas, bon, je vais pas vous paraphraser, effectivement, voilà, ces Lakers depuis la trade deadline qui ont trouvé une formule qui semble fonctionner un peu plus. On a Anthony Davis et on croise les doigts une nouvelle fois. Je touche du bois avec mon bureau en santé et qui fonctionne bien. Le retour de LeBron James. Je leur ai aussi donné 3 victoires. Moi, je les ai vus, bon, évidemment, l'emporter à Houston, ça semble, voilà, à peu près évident. Et je leur ai donné une victoire contre Phoenix, parce que pourquoi pas. Et Utah pour à la fin, voilà, finir en boulet de canon, pour finir sur 2 victoires, pour garder leur spot chez moi. Quand ça compte, on ne parie pas contre LeBron James. Je garde mon adage, même si c'est de plus en plus compliqué et que LeBron James est humain. On est en train de s'en rendre compte. Il peut être blessé. Ça nous emmène donc chez moi. Donc ils perdent que contre les Clippers, du coup, pour toi? Les Clippers et en Utah. back-to-back. Ils perdent à Utah aussi. Ils perdent à Utah en altitude, et du coup, ils perdent aussi, exactement. Ils perdent aux Clippers en back-to-back. Et ensuite, je les vois finir, voilà, exactement. Ouais. Ok. Exactement. J'en vois une fin de road trip compliquée et retour à la maison. Il faut être clutch. Et là, les Lakers y arrivent. Est-ce qu'ils arrivent à garder la 7e place chez moi puisqu'ils sont à 42-40? Réponse un peu plus tard. Puisqu'on va continuer avec des équipes qui sont juste derrière, et même d'ailleurs cette équipe-là à égalité avec les Lakers actuellement, 39-38, les Pelicans sans Zion, sans Alvarado aussi pour les absences notables. Les Pelicans en dents de scie. Parfois on a eu envie de les encenser, surtout en début de saison, ça a été plus compliqué. On est voilà sur des Pelicans, ça part à peu près à l'équilibre. Est-ce que ça va suffire le niveau de jeu proposé de ces dernières semaines? Bonne question que je pose tout de suite à Gabin. Alors Gabin. C'est frustrant, les Pelicans. Au début de saison, j'avais limite envie de leur donner une star pour qu'ils aillent loin. Aujourd'hui, je pleure parce que c'est encore la même histoire avec Zion. Mais en ce moment, on a Brandon Ingram en feu. Il a fait un run de 7 victoires à 29 points, à 52% d'effective percentage. C'est n'importe quoi. Et il n'est pas en train de s'arrêter. Il continue ses cartons offensifs. Donc je les vois bien quand même prendre des matchs et faire un 3-2 avec donc une victoire contre les Kings, contre les Knicks et contre les Wolves, mais des défaites contre les Clippers et les Grizzlies. Et donc ça me donne 42-40 avec un tie-break. Encore un teasing. Décidément, Gabin adepte des tiebreakers, bien vu. Du coup, oui, effectivement, Tom, Gabin vient de le dire, c'est vrai qu'on a un Brandon Ingram extraordinaire, parce qu'en plus de l'efficacité, il prend des tirs extrêmement compliqués, il est pas très aidé du côté des Pelicans, avec je parlais tout à l'heure un peu du Laurie qui est pas au niveau espéré par le Heat. Je pense que CJ McCollum aux Pelicans, c'est un peu le même effet. Comment tu vois, toi, donc, ces Pelicans, Tom? Moi, c'est une équipe qui, il y a quelques semaines, moi, c'est une équipe que j'enterrais, et qui a réussi à faire une belle série de gagner à peu près 6 matchs sur 7, avec notamment leur road trip, c'était le moment décisif de leur saison, leur road trip avec du coup les Clippers, les Blazers, les Warriors et les Nuggets, qui étaient assez compliqués, mais finalement ils ont réussi à sortir en positif de ce road trip là avec 3 victoires et une défaite. Donc du coup, je trouve que c'est une équipe qui est quand même sur la pente ascendante. Il y a eu l'annonce du coup potentiellement d'un retour de Zion. Alors potentiellement qui devrait peut-être être réévalué, je crois mercredi juste avant le match des Grizzlies. Donc ça lui laisserait peut-être 2 matchs peut-être pour revenir. Donc moi je trouve que cette équipe-là contre les Clippers, je les mettrais perdants. Je pense qu'ils vont perdre des 3 prochains, qui gagneront du coup les Knicks et qui perdront les Timberwolves à la fin. Ouais, parce que tu lis dans mon cerveau, Tom, c'est pas possible. Comment? Non, vas-y, je dis tu lis dans mon cerveau parce que j'ai exactement le même prono, mais vas-y. Ouais, parce que je trouve que la réintégration c'est pas un joueur facile. On va dire que les Pelicans, ils ont montré qu'ils arrivaient à fonctionner quand il y avait pas Ingram et qu'il y avait Zion, quand il y avait Zion et quand il y avait pas Ingram, mais avec Zion, Ingram et McCollum plus Valanciunas, c'est une équipe qui a toujours eu un peu de difficulté à se trouver, et ça veut dire aussi que, par exemple, pour réintégrer ces joueurs-là, il y a des possessions, par exemple, de Murphy qui vont disparaître et des choses comme ça. Donc, je trouve que
le boulot de réintégration va être un petit peu plus difficile et je pense que la fin de saison sera un petit peu plus compliquée pour eux et malheureusement je leur vois qu'une seule victoire. Ah, qu'une seule pour toi? Tu leur as donné? Oui. Ah, pardon. Donc, j'ai dit ça, mais moi, je suis à 2, du Que coup, les donc Knicks. une seule. Que les Knicks. Ouais, moi, je les vois gagner à mini également à la fin, par rapport, à cette course. On va pouvoir en reparler. Et puis, les autres équipes, on en a parlé juste avant. Il faut aussi être cohérent dans nos pronostics. Donc, forcément, je les vois perdre contre les Clippers, contre Sacramento et contre Memphis. Vous avez à peu près tout résumé. Sur les Pelicans, je vais pas paraphraser tout ça. Donc, chez moi, ça les retrouve en 41, 41. Il me semble, ça fait ça, oui, 2 victoires. Donc, ils sont à 42 chez Gabin. Gabin nous a promis un tiebreaker. Est-ce que ce sera avec l'équipe suivante? La suivante. Au menu, Minnesota, les Timberwolves. Les Timberwolves qui sont parfaitement à égalité, à 39-39 au moment où on enregistre, qui sont donc 9e, toujours dans le play-in, avec quelques absences. L'absence la plus notable, c'est celle de Naz Reid au niveau de leur rotation intérieure, hein, bien sûr. Du coup, eh bien, Atom, c'est à toi. Les Wolves qui terminent donc, qui ont encore quelques matchs à jouer. 1, 2, 3, 4 matchs à jouer pour les Wolves. Quel bilan, mon cher Tom? Pour moi, c'est une équipe qui est très solide et malgré la perte de Nasrid, je trouve que il y aura aussi du boulot au niveau de la réintégration. Mais par exemple, tu as parlé de trade deadline réussi. Je trouve que c'est une équipe qui s'insère vraiment dans la notion de trade deadline réussi puisque Mike Conley scie vraiment bien à cette équipe. Alors pour les playoffs, on verra ce qui va se passer. Mais je trouve que tu vois, c'est une équipe qui est qui bêtise moins et même en termes de maturité, enfin t'as l'impression que le collectif est beaucoup plus cohérent depuis la trade deadline. Alors oui, les joueurs et les rôles que ces joueurs-là occupent sont mieux répartis. Oui, il y a aussi une progression fulgurante du coup d'Anthony Edwards et de McDaniels qui sont les deux jeunes de cette équipe-là. Et comme tu l'as cité, un Nasrid qui a fait un excellent boulot en l'absence du coup de Karl Anthony Towns. Donc je trouve que c'est une équipe qui pendant les derniers matchs là sur les dernières semaines qui avait pas mal de matchs à l'extérieur et qui a trouvé des solutions avec notamment des gros matchs offensifs de Taurean Prince, des gros matchs des deux côtés du terrain de Kyle Anderson qui sont allés chercher des victoires peu improbables par exemple face aux Kings et face aux Warriors en back-to-back. Donc ça c'était vraiment carré, tu vois. Donc je trouve que moi c'est une équipe qui m'inspire un peu la confiance sur la fin de saison et je pense que sur leurs 5 derniers matchs, je pense qu'ils gagneront 4. Ah, ils ont que 4 matchs, non, restants? Ou alors c'est moi qui ai mal vu. Il y a Portland, à Brooklyn, ils ont 4 à San matchs. Antonio, Donc, ils en gagnent 3. Ouais, 4 matchs, ouais. Ok, 3 victoires pour Tom. À ton tour, Gabin, autour voilà de ces Wolves. Voilà, c'est vrai que Tom l'a bien dit dans cette trade deadline avec tout ce qui s'est passé. Eux aussi ont récupéré Mike Conley et ça fonctionne plutôt bien. Comment tu vois la fin, Gabin? Ça marche bien avec Conley, mais après Karl Anthony Towns est revenu et une dynamique va mettre du temps à s'installer parce que c'est un joueur très compliqué à intégrer. Donc je pense qu'il faut leur laisser du temps, mais de l'autre côté, en fait, leur calendrier me semble très favorable. Et donc, en fait, je leur mets 3-1. Mais c'est une équipe que j'ai beaucoup de mal à pronostiquer. Je pense que je me plante sur sur eux. Je leur donne une défaite contre les Pelicans. Mais franchement, je serais pas surpris s'ils font 4-0, 2-2, 1-3. Toutes les variantes je sais pas, quoi. Voilà. Ouais, non, mais je comprends bien. Mais justement, je vais reprendre ton argument. Moi aussi, je les ai mis à 3-1 parce que justement, tu l'as dit, retour de 4, c'est pas forcément évident. Mais l'avantage, c'est que ton prochain match déjà, c'est Portland. Portland qui, comme l'a dit Tom un peu plus tôt en podcast, ont sorti le tank. Mais là, à ce niveau-là, ils ont même sorti une armée de tanks. Ensuite, tu joues donc à Brooklyn, certes, qui est peut-être un peu plus compliqué, mais à San Antonio. Et puis tu finis par New Orleans. Donc effectivement, t'as pas le calendrier le plus dur, ni des équipes les plus dures physiquement, ce qui aussi est intéressant quand tu dois réintégrer un joueur après blessure. Donc voilà, moi aussi je leur ai donné 3-1, moi aussi je leur donne la défaite en back-to-back à la fin du côté des Pelicans, donc ce qui les amène à 42, c'est ça, ouais. 42-40. Donc c'est ton autre tiebreaker du coup, gamin. C'est ça. Et donc contre les Pelicans, c'est les Pelicans qui ont l'avantage. Et donc ça me laisse les Pels en 8 et les Wolves en 9. Du coup, donc pas de changement par rapport au classement actuel. Pour toi, pas de changement, effectivement.
Qui tu vas te faire surprendre, pardon, Tom, vas-y. Non, moi je les vois bien se faire surprendre, genre aux Spurs ou un truc comme ça. Genre genre ils vont, je pense qu'ils vont reposer. Dans le sens, tu vois, ils vont pas jouer le truc à fond face aux Spurs pour, en fait, avoir un match vraiment coup près face aux Pelicans dans la deuxième nuit du back-to-back. Ça s'entend, mais du coup, si tu perds le match d'avant, le match enfin, oui, mathématiquement, c'est pas forcément non plus une vraie stratégie. Mais je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai que c'est un scénario totalement probable. Et c'est vrai que les Wolves font partie de ces équipes. Bah, en tout cas, c'est l'équipe qui avait fait le plus de bruit à l'intersaison, donc forcément celle qu'on attendait. Il y a toujours, comme d'habitude avec Minnesota, les optimistes dont je faisais partie, et puis il y a les pessimistes, et puis on se retrouve là un peu entre deux. Je pense qu'on refera le bilan de la saison de Minnesota. Il y aura beaucoup de choses à dire, mais on verra en fonction de la fin de saison. Pronostic fait pour Minnesota. Suivant dans la liste, Oklahoma City Thunder. Évidemment, on salue Constant, qui n'est pas avec nous, qui a dû s'arracher quelques cheveux dernièrement. Donc je le salue une nouvelle fois. Et puis donc parlons de ce Thunder qui a perdu Chet Holmgren en tout début de saison. C'était la grande absence. Et puis finalement, eh bien ils sont là. Ils sont 10e actuellement à 38-40. Donc potentiellement en play-in d'ici à la fin de saison. Gabin, est-ce que tu les vois accrocher tout ça? Quel bilan pour les derniers matchs, les 4 matchs restants du Thunder? J'ai un bilan assez pessimiste parce que pour moi leurs adversaires sont meilleurs. Donc ils doivent affronter les Suns, les Warriors, le Jazz et les Grizzlies. Et là-dessus, je leur donne qu'une petite victoire face au Jazz. Et encore, je pense que les Jazz peuvent aller les chercher. Et donc, ça me donne un bilan de 39-43, ce qui n'est pas très bon pour accrocher le play-in. On verra plus tard, mais... Effectivement, il y a d'autres équipes derrière, on ne va pas s'arrêter là. Ouais. Donc, une seule petite victoire pour ce Thunder. Tom, est-ce que toi, tu as confiance en Shai et la jeune garde du Thunder pour accrocher le play-in, en tout cas pour bien finir cette saison tout d'abord? Ouais, j'ai plutôt confiance en chez Daigneault. C'est une équipe qui a vraiment bien évolué cette saison. Pour moi, c'est une équipe qui, c'est en fait la saison des Grizzlies il y a 2 ans. Les Grizzlies qui sortent du coup les Warriors au play-in et qui perd du coup contre le Jazz au premier tour. Je trouve que la saison est un peu similaire. Je trouve que voilà, c'est une équipe qui a montré quand même au cours de la saison beaucoup de résilience. Parce qu'ils ont perdu Kenrich Williams, qui est un joueur important pour leur système et pour leur banc, qui est un peu leur stabilisateur. Et du coup, on les a vus arracher pas mal de victoires. Il y a souvent dans des matchs serrés sur les derniers matchs, il y a une belle victoire du coup face aux Clippers. Il y a une belle victoire aussi face aux Suns. Et ils ont aussi enchaîné. Il y a des défaites dégueulasses. Il y a des défaites, voilà, dégueulasses, un peu décevantes, tu vois. Enfin, tu perds à Charlotte sur un match un peu à couteau tiré. Tu gagnes Détroit de justesse grâce à une claquette, alors que tu te prends juste avant un 3 points de Corey Joseph en tête de raquette. Enfin, c'est des trucs invraisemblables, quoi. Et je trouve que voilà, ils vont jouer sur les 4 derniers matchs les Suns, Golden State à l'extérieur et le Jazz. Et ensuite, ils finissent la saison à Memphis. Donc moi, je les vois bien prendre les 2 derniers, le Jazz et Memphis, et perdre du coup contre Phoenix et Golden State, ce qui leur ferait un 40-42. Effectivement. Eh bien, une nouvelle fois, on va être d'accord, Tom. J'ai aussi les 2 derniers matchs, puisque j'en avais parlé un peu avec Memphis, qui je pense seront dans le dernier match un peu plus tranquille. Ils risquent de se reposer un peu plus. Et puis voilà, je leur donne la victoire à Utah, même si on sait qu'elle est gagnée à Utah, c'est jamais évident, à Salt Lake City. Mais donc voilà, 1-2-2 qui les amène à 40-42 chez moi. Je vais pas paraphraser le bilan de la saison que vous venez de faire, puisqu'on est déjà sur un long podcast et qu'on n'en a pas fini, puisque Gabin l'a très bien teasé. Est-ce que 39 pour Gabin, 40 victoires pour Tom et moi va suffire à garder la 10e place pour le Thunder? Réponse avec les 2 prochaines équipes. Et tout d'abord, on les a aussi beaucoup teasés. Bah, Tom, je vais te donner la parole dessus, puisque tu voulais en parler. Les Dallas Mavericks, 37-40, une victoire derrière le Thunder actuellement qui a 38-40, donc il y a un match de plus joué par OKC. Il reste 5 matchs aux Mavs, à Miami, à Atlanta en back-to-back. Ils reçoivent Sacramento, Chicago et San Antonio à la fin, qui est un peu un match pour du beurre, j'ai envie de dire, mais qui pourrait compter, on ne sait jamais. Les Mavs donc au complet avec Kyrie Irving aux côtés de Luka Doncic, des Mavs peut-être un peu décevants. Tom, qu'en penses-tu? Oui, enfin, ils sont décevants d'un point de vue résultat. Enfin, c'est surtout que c'est une équipe où il y a trop de one-way players, en fait, malheureusement, et qui, ça leur coûte cher. Et c'est assez étonnant. Tu vois, par exemple, Philly, quand tu as une équipe avec un si grand potentiel offensif, tu peux pas rester autant de temps, sans scorer. Tu vois, la fin de match face à Philly,
c'est invraisemblable, tu vois. C'est invraisemblable qu'ils arrivent pas à scorer. Et puis, sans parler des deux matchs, le 7 face à Charlotte où ils perdent les deux. Enfin, voilà, j'ai l'impression que leur saison, ils ont perdu leur saison. Ils ont perdu leur saison après la trade deadline avec, tu vois, la blessure de Doncic qui est arrivée au mauvais moment où il y avait pas mal d'adversaires à prendre. Après, il y a quand même des choses intéressantes. Tu vois, il y a Jaden Hardy qui montre de bonnes choses en sortie de banc. Kyrie, on peut dire ce qu'on veut, mais sur le terrain, il est solide. Sur le terrain, il est solide. Juste avant le match de Philadelphie, j'avais regardé la stat, mais depuis le trade, avant le match de Philadelphie, on va dire que les Mavs avaient un net rating positif quand Kyrie était sur le terrain. Sans Luka Doncic. Donc du coup, il joue aussi sa part de l'équation. Mais bon, pour revenir sur la partie prono, je pense qu'ils perdent malheureusement pour eux au Heat. Je pense qu'ils battent Atlanta, ils battent Sacramento, ils battent les Bulls et ils perdent les Spurs. Ah, ils perdent les Spurs, vraiment. Ouais, pour finir en feu d'artifice, quoi. Donc ça te fait un 3-2. Non, je déconne. Ils battent les Spurs, ils perdent Sacramento, je déconne. Allez, ok. Mais un 3-2 toujours, du coup. Tu maintiens le 3-2. Ok, 3 victoires pour Tom, qui emmène donc les Mavs à 40, à égalité avec le Thunder. En tout cas pour toi, Tom. Bah écoute, Gabin, je vais te laisser donner ton pronostic, puis je vais chercher le tiebreaker entre ces deux équipes. Comment tu vois la fin de saison des Mavs? Tu as donné justement à Thunder à une seule victoire. Est-ce que les Mavs vont passer devant, Gabin? Ben, j'ai exactement les mêmes résultats que pour Tom. Donc 3-2 avec les mêmes victoires, les mêmes défaites. Et ça me les donne en 40-42. Et donc devant le Thunder que j'avais mis avec 39 victoires. Et donc les Mavs dans mon tableau finissent 10e de conférence avec à la finish, quoi. Exactement. Bah du coup j'ai le tiebreaker pour répondre. Dans le scénario de Tom, c'est le Thunder qui se qualifie puisque le tiebreaker est du côté du Thunder pour cette saison, ce qui serait un déchirement du côté de Dallas, mais ça ferait de la belle dramaturgie. Surtout qu'en plus on a un spécialiste de la dramaturgie NBA maintenant dans ce roster. Mais passons, du coup, bah oui, il y a aussi mon pronostic pour les Mavs avant d'évoquer la dernière équipe puisque finalement elle pourrait compter. Les Mavs qui jouent, vous l'avez dit, il y a Miami, il y a Atlanta, Sacramento, Chicago dans l'eau. On les a déjà pronostiqués, donc je vais rester cohérent. Moi, je leur ai donné, alors je vérifie, oui c'est ça, 2 victoires puisque je les ai vus, parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Je les vois perdre contre Chicago en plus, mais sinon j'ai la même chose. Je les vois gagner contre Atlanta et gagner contre San Antonio à la fin. Donc pour moi, ils arrivent à 39, mais 39, ça les laisse derrière le Thunder chez moi qui était à 40 aussi, tout comme chez Tom. Donc pour moi, ils ne seraient pas dans les play-ins, ce qui pourrait aussi faire grand bruit. Est-ce que la dernière équipe pourrait chambouler le classement? A priori non, vu que Gabin, tu as donné les noms, les numéros de chaque équipe. Donc, spoiler a été fait, mais on va quand même parler du Jazz rapidement. Je te laisse en parler du coup, Gabin. Le Jazz qui a 36-41, qui est 12e. Donc, une seule victoire derrière Dallas, mais 2 matchs, et on l'a déjà dit, 2 matchs, c'est beaucoup, derrière la 10e place du Thunder. Comment tu vois la fin de saison du Jazz? Et rapidement, et cette belle saison du Jazz, même s'ils vont finalement rater les play-ins. Très belle saison du Jazz et c'est une équipe qui arrive toujours à nous surprendre en fait en début de saison, personne ne les attendait. Là par exemple fin de saison, le front office a dit bon c'est bon, on sort le tank, il laisse Lauri Markkanen sur le côté, Talen Horton Tucker, c'est pas facile à dire. Bam, 41 points, la victoire. Enfin, en fait c'est des bons joueurs NBA dans l'effectif et même si tu pronostiques qu'ils vont perdre, même si tu mets tout en place pour qu'ils perdent, ils vont pas se laisser faire. Et c'est ça qui est assez fascinant avec le Jazz. C'est une équipe qui peut prendre n'importe quelle équipe que tu as envie de regarder. Mais pour la fin de saison, je suis très pessimiste parce que je leur mets 0-5. Donc défaite aux Nets, aux Lakers, aux Thunder, aux Nuggets, aux Lakers. En fait, j'avais envie de faire une autre folie comme avec les Suns. Et à mon avis, le Jazz, c'est ce qui pourrait se passer vu qu'ils n'ont pas un calendrier facile. Les autres équipes vont jouer et c'est que des équipes qui vont avoir le classement serré, à part les Nuggets. Ces équipes qui vont avoir un classement serré jusqu'à la fin et qui vont avoir envie d'aller chercher ce Jazz. Donc, fin de la danse pour les Utah Jazz. Et celle-là, elle est magnifique. C'est vrai que c'était pas mal technique, comme on dit dans le jargon, Gabin. Donc, toutes mes félicitations. Tom, du coup, toi, sur ce Jazz qui, Gabin l'a dit, avec un Lauri Markkanen en day-to-day, avec les absences de Rudy Gay, de Jordan Clarkson, qui sont des joueurs, Gabin parlait de joueurs NBA.
Voilà, ça, ce sont des joueurs qui ont eu leur place dans des rotations, qui ont fait gagner des matchs en début de saison. Il y a Colin Sexton aussi d'ailleurs qui ne joue plus. Voilà, cette fin de saison du Jazz, est-ce que tu leur vois quand même une victoire, toi, Tom? Malheureusement non en fait. Je trouve qu'en fait toutes les autres équipes jouent quelque chose et eux ils jouent plus trop grand chose. Alors à part déceler un peu les talents et voir ce que peut faire par exemple Horton Tucker, ce que peut produire par exemple Walker Kessler. On a le retour de Chris Dunn, notre ami Chris Dunn qui c'est vrai que tu es le fan numéro 1 de Chris Dunn dans cette équipe du Jazz. Donc non, je pense pas que c'est une équipe qui sera décrochée puisque toutes les autres équipes jouent quelque chose et malheureusement eux la gravité va les attirer plutôt vers le bas quoi. Ouais, bah, j'entends, je suis assez d'accord avec votre constat général sur l'état du Jazz sur cette fin de saison. Moi, ils ont une victoire puisque c'est c'est la défaite que j'ai donnée aux Lakers dans leur road trip à Utah. Donc voilà, je leur ai donné une victoire dans le lot, mais ça les amène seulement à 37 et ça ne leur permet pas d'accéder au play-in et puis ça ne change rien de toute façon donc qui concerne cette place puisque derrière les autres équipes qu'on n'a pas mentionnées, c'est celles qui ont sorti le tank donc Portland qui est déjà 4 matchs derrière le Jazz donc il y a peu d'espoir que même si le Jazz fait 0 victoire que les Blazers passent devant, ce serait quand même assez surréaliste. Donc voilà pour les bilans de chacun. Alors qu'est-ce qui change à peu près sur cette conférence? Chez moi, il me semble que rien ne bouge. Chez Gabin, il y a eu un changement. Les Warriors sont passés devant les Clippers et les Mavs accrochent la place. Voilà, c'est ça. Et à l'Est, les Raptors prennent la 8e place. Les Raptors prennent la 8e place. Très bien. Et du coup, chez toi, Tom, je crois que pas grand-chose change finalement. Il y a des tiebreakers. Il y a des tiebreakers et je crois que les Pelicans descendent au profit du Thunder. Au profit des Wolves aussi qui leur passent devant. Et les Wolves qui passent devant, ouais. Exactement. C'est vrai que aussi les Pelicans passent derrière les Wolves, mais en tout cas en termes de qualifiés, il y a que chez Gabin qu'on pronostique un sprint final positif pour les Mavs et un peu plus décevant peut-être pour le Thunder. On verra bien où on en est. C'est vrai qu'on pourrait en parler plus longuement. De toute façon, on était sur un podcast un peu pour faire le point sur cette course de fin de saison, ce qui va se passer beaucoup de choses encore. On reparlera évidemment, on fera les pronos des playoffs. On l'a évoqué ici et là. Certaines équipes sont peut-être plus des équipes de saison régulière que des équipes de playoffs. C'est un peu le marronnier qui revient chaque année. On aura l'occasion d'en parler, faire un bilan plus large de cette fin de saison avec le dernier épisode du 4 quarts que Tom a si joliment teasé il y a quelques minutes. Et puis donc voilà, ça nous faisait un joli podcast pour aujourd'hui, assez long, on est un peu plus d'1h15. Mais j'espère que voilà, ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver Dunk Hebdo un peu partout. N'hésitez pas, les plateformes de podcast, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast. Notez également. Déjà, ça nous fait plaisir sincèrement. Et puis en plus, ça aide au référencement, ça vous le savez. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre également sur les réseaux sociaux pour échanger autour de cette dernière saison, autour de la dramaturgie avec les Raptors de Gabin, les Grizzlies de Tom. De mon côté pour les Bulls, il y a Constant et le Thunder également qui est concerné. On est très concernés chez Dunk Hebdo sur cette saison. Donc, même Amine et ah oui, Amine avec Philly, et effectivement, même si Philly est un peu coincé au milieu à la 3e place. Ils sont 3 matchs derrière Boston, 3 matchs devant Cleveland. C'est plutôt pour savoir qui ils vont affronter finalement que la question se pose. Mais c'est des questions qui vont se poser. On aura le temps d'en reparler, comme je le disais. On a déjà fait un très long podcast. Donc écoutez, on va avoir un gros rythme. On se prépare pour reprendre le rythme du côté de chez Dunk Hebdo d'ailleurs. Donc passez tous et toutes une excellente semaine. Merci de nous avoir écoutés et merci les gars. Salut. Salut.